Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération Sud-Sud. Bonjour, Dr. Sylla. Vous êtes économiste sénégalais. Bienvenue dans notre émission. Voilà, puisque vous travaillez dans une institution sur le Sud global, quel est votre regard porté sur la coopération entre les pays du Sud? Bon, par rapport à la coopération Sud-Sud, bon, maintenant on voit qu'il y a beaucoup de pays du Sud, comme on dit, qui ont développé des capacités technologiques importantes, qui ont fait des progrès industriels importants. Et donc, jusqu'à ces 10, 20 dernières années, à chaque fois, les pays, disons, du Sud allaient se tourner vers en tout cas, les pays occidentaux ou les anciennes métropoles. Et donc là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour que les pays du Sud échangent entre eux et qu'ils puissent apprendre mutuellement les uns des autres pour faire avancer en tout cas leur pays sur le plan économique, industriel. Et donc là également, on est à une phase où on va vers une certaine multipolarité, c'est-à-dire que, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine manière, jusqu'aux années 90-2000, le monde a penché d'un côté. Maintenant, les anciennes, en tout cas grandes civilisations, des grands pays comme la Chine réémergent, s'imposent. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage global. Et je pense que c'est dans ce cadre que la coopération Sud-Sud doit s'inscrire. Et donc, il y a des choses à apprendre, il y a des opportunités, en tout cas d'enrichissement mutuel. Et je pense que c'est sur cette voie-là qu'il faudrait aller en termes de commerce, en termes d'investissement, mais aussi en termes de transfert de technologie, etc. Donc dans tous ces domaines, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se font déjà, mais il faudrait pouvoir maximiser leur impact. Parce que le monde dans lequel nous sommes aussi, c'est un monde qui est très, très incertain. Parce que le fait qu'il y ait des pays du Sud qui avancent, ça n'arrange pas toujours les anciennes puissances dominantes. Et donc, du coup, ça crée un monde de fractures. Et il est important que les pays, en tout cas, puissent tirer leur épingle du jeu, comme on dit. Quel est aujourd'hui le rôle des pays du Sud dans la modernisation mondiale? Bon, maintenant, il y a un rééquilibrage des relations internationales. Parce que le développement économique très rapide de la Chine et aussi de certains pays comme l'Inde, le Brésil, etc., ça a complètement changé la donne. Parce que en termes démographiques, disons, si on prend l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, ce genre de pays, bon, c'est peut-être 1 milliard de personnes sur peut-être 8 milliards. Donc, ça veut dire que l'essentiel, disons, de la population mondiale se trouve en dehors de l'Occident. Donc, si on raisonne en termes de marché, ça veut dire que les marchés se trouvent maintenant dans le Sud. Et donc, si on raisonne aussi également en termes de prospective, en termes démographiques, en tout cas de perspectives démographiques, on voit que la croissance démographique également va se réaliser dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Donc, ça veut dire que la donne a changé. En termes technologiques, on voit également que, bon, certains pays, dont notamment la Chine, ont fait des progrès, mais spectaculaires. Et donc, du coup, bon, ces pays peut-être n'ont pas le même revenu par habitant que les pays occidentaux, mais sont aussi avancés sur le plan technologique. Donc, ça veut dire que là également, ça change la donne. Et donc, il y a des possibilités pour que les pays, bon, qui sont beaucoup moins riches, beaucoup moins avancés sur le plan industriel, apprennent de ces pays-là. Et donc, c'est tout ce monde-là qui est en train ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et donc, forcément, ces grands équilibres démographiques, technologiques, etc., vont peser. Et donc, ça va aller dans le sens du Sud global. Moi, c'est mon avis que le pouvoir économique global tend vers le Sud global. C'est une tendance objective et qui me semble un peu inexorable. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des formes de coopération Sud-Sud qui soient bénéfiques au peuple. Parce que nous sommes dans un monde, dans un système mondial, économique et financier qui repose sur beaucoup d'asymétries. Et ces asymétries, en fait, ne bénéficient pas aux pays les plus vulnérables, notamment les pays africains. Parce qu'en ce moment, par exemple, en tout cas depuis la pandémie, beaucoup de pays du Sud, notamment en Afrique, vivent une crise de la dette. C'est-à-dire que si ces pays n'ont pas fait défaut sur la dette extérieure,
ces pays consacrent des sommes importantes pour payer la dette au détriment de l'éducation, de la santé, etc. Et donc cette situation n'est pas soutenable. Donc il est possible, vu le poids des pays du Sud, s'ils sont solidaires, d'imposer un nouveau système mondial, économique et mondial, qui soit plus favorable au développement et aussi qui permette, disons, d'atteindre les objectifs climatiques. Cela est possible, mais ça demande de la solidarité. Et ça, c'est l'aspect politique. Donc, c'est l'aspect politique qui manque, parce que la notion de Sud, ou de Sud global, bon, ça se fait en contraste, disons, avec le Nord global, mais aussi d'un point de vue historique, parce que la plupart des pays du Sud ont été d'anciennes colonies, ou des pays qui ont été sous domination étrangère, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est en faire une entité politique cohérente, c'est-à-dire avec des objectifs communs qui permettent de peser sur la balance. Vous êtes économiste. Quel est votre regard porté sur la coopération économique entre la Chine et le Sénégal? Oui, en fait, la Chine a donné de l'intérêt à l'Afrique d'une certaine manière vis-à-vis du reste du monde. Parce qu'il fut un temps où on parlait d'une Afrique qui était marginalisée par la mondialisation, une Afrique qui n'était pas attractive pour le reste du monde. Mais avec la réémergence de la Chine, quand la Chine est venue sur le continent, tout le monde a commencé à se dire, si la Chine y est, il faut qu'on y soit nous aussi. On ne va pas laisser la Chine toute seule en Afrique. Et donc ça veut dire que la Chine a dit que l'Afrique est importante et il faut qu'on y soit, d'une certaine manière. Et donc, du coup, les autres puissances ont commencé à se dire également, il faut que nous soyons sur le continent, etc. Et pour proposer de meilleurs deals aux Africains. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait dans le cas d'un pays comme le Sénégal et d'autres? C'est-à-dire que, bon, il y avait très peu d'investissements de la part des anciennes puissances coloniales. Et souvent, quand il y avait des investissements, c'était des investissements liés avec l'aide. C'est-à-dire qu'on vous donnait de l'argent pour des titres de l'aide, mais c'est une aide qui était conditionnée. Conditionnée parce que vous devez acheter des produits de ces pays, ou bien, si ça passait par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il y avait un certain nombre de conditionnalités qui limitaient la souveraineté des États. Et donc, avec la Chine, il n'y a pas tout ça. Et donc, la Chine a beaucoup contribué au développement des infrastructures en Afrique, et notamment au Sénégal. Il y a beaucoup d'infrastructures, des stades, des ponts, des autoroutes qui ont été réalisées grâce à la coopération avec la Chine. Et donc, le fait que la Chine puisse apporter une nouvelle offre, ça crée de la compétition. Et donc, c'est ça qu'il faut. Donc, on a de meilleurs deals. Ça ne veut pas dire que la relation entre la Chine et l'Afrique, tout est excellent, etc. C'est 20 sur 20. Mais ça veut dire que par rapport à ce qui avait existé, il y a un mieux. Et donc, il faut consolider ça pour aller de l'avant parce que la Chine est une puissance qui est très avancée sur le plan technologique, qui a été aussi vécu ce que les pays du Sud ont vécu. Donc la Chine ne viendra jamais en Afrique pour donner des leçons. Donc ça, c'est une chose que les Africains apprécient. Et donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment organiser une coopération solidaire qui permette à tous ces pays également d'engranger des progrès industriels significatifs qui leur permettront en tout cas d'atteindre leurs objectifs économiques, de rehausser le niveau de vie des populations, etc. Ça, c'est possible, mais ça demande aussi des efforts de la part des Africains pour que les Africains aient leur propre feuille de route en disant voici ce que nous attendons, voici ce que nous voulons, et organiser tout ça. Mais je pense qu'avec les sommets Chine-Afrique qui sont en train de se dérouler, et aussi, en tout cas, la coopération croissante, c'est des choses qui vont se matérialiser, et voilà, je suis optimiste par rapport à ça. Et plus précisément sur le plan financier, quelles sont les améliorations que les pays du Sud peuvent apporter pour réformer et améliorer le système financier mondial aujourd'hui? Oui, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on peut réformer le système financier mondial? J'aurais dit que je ne le pense pas. Parce que ce système n'a pas été fait pour nous. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le système qu'on a, économique et financier mondial, il a été créé en 1944 à la conférence de Bretton Woods. À l'époque, la plupart des pays africains et asiatiques étaient encore sous joug colonial, donc ils n'étaient pas à la table. Et donc, ils n'ont pas participé à l'élaboration de ce système financier et économique mondial. Donc, ce système n'a pas été fait pour eux. Donc, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tel que c'est structuré, c'est pas fait pour les pays du Sud. Par exemple, un pays comme la Chine, bon,
représente une part importante du PIB mondial, peut-être environ 18%, mais il représente peut-être 6% des quotas au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Ça, ce sont des choix politiques, ce sont des logiques de pouvoir qui expliquent ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse modifier, réformer le système financier mondial, mais on peut créer des alternatives qui vont rendre obsolète ce système ou contraindre ce système à se réformer malgré lui. Et donc, je pense que les développements les plus intéressants sont ceux qui consistent à créer des systèmes de paiement alternatifs où les pays peuvent commercer entre eux sans passer par les devises dominantes. Et donc, je pense que pour moi, c'est là où il y a beaucoup de potentiel. Parce que l'une des origines fondamentales du problème de la dette extérieure, des crises de dette récurrentes, c'est l'obligation qu'ont les pays du Sud, généralement, d'accumuler des devises, disons des dollars ou des euros, pour pouvoir avoir accès aux biens produits à l'extérieur, aux biens dont ils ont besoin. Par exemple, quand vous voulez vous industrialiser, vous devez avoir accès à des machines, des équipements, des matières premières. Mais le système mondial vous dit que vous devez avoir des dollars ou des euros pour pouvoir les acheter. Si vous n'en avez pas assez, vous vous endettez et parfois, bon, le coût de l'endettement peut être élevé. Parfois aussi, bon, vos revenus d'exploitation peuvent baisser parce que vous vendez des matières premières et leurs prix peuvent baisser et vous pouvez avoir des difficultés. Et quand vous avez des difficultés, les FMI et la Banque mondiale vont aggraver votre problème et souvent dénationaliser votre économie. On vous dit de libéraliser pour le bénéfice du capital étranger, etc. Donc maintenant, si on a un système qui dit qu'on peut commercer dans notre propre monnaie, ça, quelque part, ça enlève la contrainte extérieure vis-à-vis des États. Et ça va permettre des progrès rapides. Et donc, ce système-là, il est impossible à mettre en œuvre dans le cadre des institutions de Bretton Woods. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut créer quelque chose de parallèle, d'alternatif. Et quand vous créez ça, vous êtes crédible. Et donc, soit ce système se réforme de lui-même, malgré lui-même, ou il devient obsolète. Vous avez mentionné l'endettement, mais dans les médias, on entend souvent que c'est la Chine, c'est l'origine des endettements des pays africains. Ça relève de la propagande occidentale. Parce que les pays qui sont exposés, disons, aux prêts chinois, c'est très peu de pays en Afrique. Peut-être c'est l'Angola, quelques pays comme ça, la Zambie. Mais l'Afrique, c'est 54 pays. Et donc la Chine n'est pas présente financièrement dans les 54 pays avec la même empreinte. Et donc, même dans ces pays où la Chine est présente, comme en Zambie, en fait, l'essentiel de la dette, c'est dû aux investisseurs privés, c'est-à-dire les détenteurs d'euro-obligations, les eurobonds, comme on les appelle. Donc, ça, c'est une forme de propagande pour dire que c'est la Chine qui est le problème. Mais les crises de la dette ont été récurrentes dans l'histoire des pays du Sud. Quand vous prenez un pays comme Haïti, à son indépendance, en fait, 2 décennies après son indépendance, on lui a imposé une dette en lui disant que vous devez payer une dette pour votre indépendance. C'est pas la Chine qui a fait ça. Et donc, la dette a toujours été, la dette en monnaie étrangère a toujours été une arme utilisée par les puissants pour subjuguer les moins forts, les nations les moins fortes. Et donc, ça date d'il y a longtemps et c'est pas la Chine qui a créé ça, d'une certaine manière. Et donc, bon, quand ils disent que les problèmes de la dette sont dus à la Chine, non, c'est pas vrai. Nous, au Sénégal, pour l'instant, on n'a pas de crise de dette, mais on voit que le stock de dette a beaucoup augmenté. La Chine ne joue pas un rôle là-dedans. La dette, en tout cas pour la plupart, est due à certains États occidentaux, à certaines banques multilatérales, mais surtout aux marchés financiers internationaux. Et c'est les marchés financiers internationaux, généralement, qui s'opposent à la restructuration des dettes souveraines. Et donc, c'est là où ça se pose problème. C'est pourquoi je pense que pour nous sortir du système dette, il faut un autre système financier international, hors Bretton Woods, et où les pays pourraient commercer dans leur propre monnaie. Parce que dans ce cas, il n'y aurait pas besoin de s'endetter en monnaie étrangère pour pouvoir avoir accès aux besoins dont on a, aux biens dont on a besoin pour son propre développement économique.